Les partisans de certains candidats recalés à l'élection présidentielle suspectent le Conseil électoral d'avoir fait du 2 poids, 2 mesures dans sa sélection. Les cas évoqués concernent le RDPC avec Léon Taylor Nana, Maurice Kamto et Dieudonné Yebga pour le Manidem, Jean Baebek, Yam Timba et Abdourahmane Amadou Baba pour l'UPC, Membouet Chantal Adélaïde pour le Parti Univers. Leur unique chance de faire partie de la shortlist dépend du Conseil constitutionnel, dont son président Clément Atangana a été surnommé irrecevable pour ses rejets systématiques des requêtes des candidats malheureux à la présidentielle de 2018, lesquels de tous ces recalés pourront figurer sur le résultat final du 11 août prochain. La lecture de Jean-Paul Chouniat. Nous allons nous lever pour l'exécution de l'hymne national. Des 70 recalés à l'élection présidentielle de 2025. Les cas de multiples candidats pour l'UPC, le Manidem, Univers et le RDPC suscitent des polémiques depuis la publication de la liste provisoire des 13 admis par le Conseil électoral le 26 juillet dernier. Si pour certains, le président Abrahams, Eno Egbe et ses pairs ont fait leur job sur la base des textes organisant la sélection des candidatures, pour d'autres, le Conseil électoral a fait du 2 poids 2 mesures pour les partis politiques qui ont présenté plus d'une candidature. Mettant en lumière pour l'illustrer les cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Paul Biya qui a été retenu et son challenger Léon Taylor Onana rejeté. Au parti Univers, Akere Mounata Ben validé et Membouet Chantal Adélaïde recalé. À l'Union des populations du Cameroun, les dossiers de candidature de Jean Baebek, Dominique Timbayam et Abdourahmane Amadou Baba ont été mis de côté. Pareil pour les candidats Maurice Kamto et Dieudonné Yebga sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Une partie de l'opinion remet en cause l'impartialité du Conseil électoral dans le traitement et la sélection des dossiers qui ont été soumis à son appréciation, l'accusant d'avoir privilégié le président sortant Paul Biya au détriment des candidats de poids, à l'instar de Maurice Kamto, Jean Baebek et tous les autres prétendants à la course du 12 octobre prochain pour le Palais de l'Unité. Recalés, leur seule chance de passer repose désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, appelé à trancher si tous ces candidats seront réhabilités à concourir au scrutin présidentiel à venir. De la publication de cette liste provisoire le 26 juillet dernier, les recalés ont jusqu'à ce jour minuit pour saisir le Conseil constitutionnel, qui a 10 jours pour se prononcer dans la perspective de la publication de la liste définitive, le 11 août prochain. Est empêtré dans des salles besoins extraordinaires. Moi, cette liste, lorsque je l'ai eue, je me suis demandé s'il n'y a pas de gens tapis dans l'ombre qui sont en train de vouloir désintégrer ce pays parce que, voyez-vous, le droit au vote ou le droit à la candidature sont des droits fondamentaux, inhérents même, n'est-ce pas, à la personne humaine. C'est comme même le droit de respirer. Donc chaque personne, quelle qu'elle soit, dans une république, devrait en bénéficier parce que c'est à travers, n'est-ce pas, ces éléments de droit que vous sentez que vous existez dans une république. Lorsqu'on vous prive d'un droit consacré, surtout en violation de la Constitution et de la loi, ça veut dire qu'on vous enlève toute citoyenneté. Vous êtes un banni, vous devenez un apatride. Je ne sais pas si ceux qui le font, n'est-ce pas, savent à quoi est-ce qu'ils exposent le peuple camerounais aujourd'hui. C'est une liste insensée. Personne n'ignore aujourd'hui, n'est-ce pas, le paysage socio-politique camerounais. Personne n'ignore aujourd'hui qu'il y a la légitimité nécessaire pour pouvoir adresser les problèmes du Cameroun après 40 ans de navigation, après à vue de navigation, de dessouchage du pays. Et nous savons ceux qui le font. Maître Fabien Kenny, merci. On va rester toujours sur la liste elle-même. Jacques Bruno Djanke, sur la liste, on n'a pas vu le nom d'un candidat indépendant. Pour cette élection, ils étaient environ 27 à avoir soumis leur dossier de candidature. Aucun dossier validé par Elections Cameroun. Finalement, les candidats indépendants, ils n'ont pas droit à une participation à l'élection présidentielle, de votre analyse? Je pense que ELECAM est une institution qui a ses règles, qui respecte un certain canevas prescrit par la loi. Et si les candidats indépendants, qui étaient au nombre de 27, comme vous le dites, n'ont pas été retenus, je pense que c'est surtout
parce qu'ils n'avaient pas les signatures. Parce que vous savez, il y avait quand même 300 signatures qui étaient exigées pour pouvoir être candidat. Donc, beaucoup n'ont sûrement pas présenté ces signatures-là, ces différents analystes. Et aussi, il y avait la question de 30 millions quand même, la caution. Donc, je pense que Elekam a tous ses atouts pour, n'est-ce pas, invalider certaines candidatures. Parce que le maître a dit tout à l'heure que bon, il se plaint du fait que je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde le populisme et la loi. Nous avons des candidats qui sont très populaires. Nous avons vu l'alliance sur les réseaux sociaux un peu de partout. Mais est-ce que ces candidats qui ont été rejetés se sont conformés aux exigences de la loi? Parce que, voyez-vous, le populisme crée des effets parfois différents des attentes. On est populaire, on se dit que, bon voilà, parce qu'on est populaire, on doit pouvoir traverser ou bien transgresser certaines lois. Et en fin de compte, on se retrouve calé, tout simplement, parce qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant. Bon, j'espère que tous ces candidats qui ont été recalés et qui ont fait recours au niveau du Conseil constitutionnel pourraient mieux se prévaloir et puis certains pourront être réintroduits pour que la fête soit belle. Surtout, vous savez que les élections, c'est d'abord une fête, hein. Donc les présidentielles, c'est une fête. Donc, il faut qu'elles soient belles et qu'elles soient dans la paix. Au-delà des candidats recalés dont les partis ont enregistré plus d'un dossier de candidature à Elections Cameroun, il y a les candidats indépendants, ceux dont les partis n'avaient pas d'élus, mais qui ont tout de même soumis un dossier de candidature. Le Conseil électoral a donc rendu public les résolutions de sa 3e session ordinaire, tenue le week-end dernier, le 26, jour de la publication de la liste. Et dans ce document, il est dit que sur les 70 dossiers de candidature rejetés, la plupart n'avaient pas les 300 signatures demandées. Ça faisait partie des critères, 300 signatures de personnalité. Certains n'avaient pas le reçu de versement du cautionnement de 30 millions de francs CFA. D'autres n'avaient ni extrait d'acte de naissance, ni certificat de nationalité. Donc, en gros, on avait beaucoup de dossiers incomplets. Donc, professeur Tim Chouan, il y a beaucoup, dès la convocation du corps électoral, qui avait parlé de candidature fantaisiste. Quand on a la sortie du Conseil électoral, donc, qui donne les différents motifs, et qu'on se rend compte que un candidat à la candidature n'a même pas pu déposer l'extrait de son acte de naissance, il y a de quoi donner raison à cela. Oui, effectivement, la publication aujourd'hui, n'est-ce pas, des résolutions complètes du Conseil électoral d'Elekam a permis quand même de s'interroger sur, n'est-ce pas, le sérieux de ceux qui ont postulé à l'élection présidentielle. Et le nombre qui a été publié aujourd'hui suscite, n'est-ce pas, des interrogations curieuses sur, n'est-ce pas, la conception de la fonction présidentielle dans notre pays. N'est-ce pas, parce qu'on a quand même enregistré 82 candidatures. 83 candidatures, ce qui est extrêmement pléthorique. Mais au fond, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aventuriers, n'est-ce pas, qui sont arrivés. Alors, l'une des lectures, n'est-ce pas, que l'on fait de cette pléthore de candidatures, notamment animée par des aventuriers, n'est rien d'autre que la banalisation de la fonction présidentielle. Je crois que chacun estime aujourd'hui, peut-être au regard du bilan que le régime sortant nous laisse, qu'il peut-être aussi ambitionner de devenir président de la République et peut-être faire mieux, sinon peut-être comme, n'est-ce pas, le président sortant. Donc, c'est l'impression que cela donne. Mais je crois qu'Elekam peut-être doit pouvoir voir sa modalité de fonctionnement. Parce que accepter des candidatures qui ne sont pas complètes, des dossiers qui ne sont pas complets, cela pose quand même un problème. Parce que les conditions d'éligibilité sont fixées par le Code électoral, je crois depuis l'article 116. Et puis l'alias constitutif du dossier de candidature est précisé par l'article 122. Alors, ce matin, j'ai appris, n'est-ce pas, du compatriote Herbé Emmanuel Com, qu'au dépôt du dossier, on vous remet un récépissé qui mentionne déjà les observations d'Elekam. Et si cette observation est de dire que le dossier est incomplet,
Mais pourquoi est-ce qu'on l'admet? Je crois qu'on peut notifier ce récépissé, on peut remettre ce récépissé-là à l'intéressé avec le motif pour que l'individu n'ait pas à se plaindre ultérieurement, n'est-ce pas, qu'il a été bloqué arbitrairement. Et là, ça permettrait, n'est-ce pas, un filtrage en amont qui ferait que finalement le travail de l'ECAM ne va s'appesantir que sur les dossiers quand même qui présentent une apparence de sérieux, n'est-ce pas, de par sa complétude d'abord, mais aussi de par l'apparente régularité, n'est-ce pas, des pièces qui constituent ce dossier-là. Donc, et puis, je crois, si la loi a donné à Elecam, n'est-ce pas, le droit de filtrer les candidatures, mais il faut bien s'attendre à ce que certaines soient retenues et que d'autres ne le soient pas. Évidemment. Elle n'a pas une obligation de rejeter les candidatures. Mais si au regard de la loi, il y a des candidatures qui ne satisfont pas les exigences, elles doivent naturellement être rejetées. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le traitement discriminatoire, le traitement politicien, n'est-ce pas, des dossiers. Parce que lorsqu'on examine aujourd'hui les motifs de rejet qui ont été communiqués, alors lorsque j'ai regardé le tableau, n'est-ce pas, des candidatures telles que présentées par Elecam, je crois quand même qu'on a noté, pour ce qui est par exemple de la candidature qui fait tellement jaser, qu'il y avait 5 autres partis qui avaient des candidatures multiples. Si mes souvenirs sont bons, c'est le RDPC, l'UPC. 7 au total. 7 partis ayant des candidatures multiples, l'UPC, le MPCN, le RDPC naturellement, le Manidem, Oui. le MSC, le RGPC et puis le parti Univers. Voilà. Alors vous allez donc voir que des 7 partis, il y a quand même 2 dont l'un des candidats a pu être retenu. Donc cela donne l'impression que les mêmes soins n'ont pas été donnés au traitement des dossiers supposés présentés par les autres partis. Parce Justement, professeur Tinchuan, c'est la question que je voulais adresser à Raymond Biri. 7 partis politiques avaient plus d'un candidat ayant soumis un dossier de candidature à Elections Cameroun. Parmi les 7, 2 ont vu l'un des candidats validé, notamment le RDPC avec la candidature de Paul Biya, Univers avec celle de Keremouna. Pourquoi, selon vous, ces 2 sont passés et pourquoi pas les autres? On a quand même sur la liste le MPCN, on a le Manidem même, on a l'UPC, autant de partis qui auraient pu aussi voir l'un de leurs candidats passer au Conseil électoral. Merci, votre question est pertinente, mais permettez-moi de revenir sur la liste elle-même telle que publiée. Oui, la publication de la par liste. le Conseil électoral. Vous voyez, cette liste est à l'image du Cameroun que nous voulons construire depuis 43 ans, tout simplement. C'est-à-dire? Quand vous regardez cette liste, elle est révélatrice de la diversité camerounaise, tout simplement. Vous retrouvez dans cette liste des noms avec des consonances socio-anthropologiques venant des 4 coins du Cameroun. Quand vous regardez cette liste, vous voyez des vieux, vous voyez des jeunes, vous voyez une femme. Bien que une femme sur 13, c'est un peu regrettable, mais elle est quand même là. Quand vous regardez cette liste, vous voyez qu'il y a des partis historiques là-dedans, qu'il y a des nouveaux partis, qu'il y a des partis qui ont un ancrage sur le terrain, il y a des partis qui ont un ancrage tout simplement local. Cela traduit même de la vitalité de la démocratie camerounaise que l'homme qui prédestine ou qui dirige ce pays depuis 43 ans veut. Mais Raymond Biri, ces détails dont vous parlez ne faisaient pas partie des critères de validation des dossiers de candidature. Le Conseil électoral ne regardait pas l'appartenance géographique du candidat ayant soumis un dossier, encore moins l'ancienneté du parti politique ou l'âge du postulant. Vous avez demandé mon avis sur la liste publiée. Oui. C'est mon avis à chaud de Camerounais sans être le politicien ou l'analyste politique que je suis souvent. C'est comme ça que je vois tout simplement cette liste-là. Voyez-vous, maintenant, pour revenir à votre deuxième question ou à votre première question, vous avez demandé pourquoi un traitement de poids, de mesure, tout ça. D'abord, professeur Assemblée, vous avez semblé induit professeur en erreur. Il y avait peut-être 7 listes avec doublons, mais quand on a publié, la majorité de cette liste ont été éliminées, sauf 2 cas, justement, le cas du RDPC et le cas de Univers. Vous avez présenté ça comme si les 7 listes avaient été
Non, tout simplement retenues. sept listes ont été retenues. 7 listes qui avaient plus d'un candidat. Ouais. 2 ont été validées par le Conseil électoral. Voilà. Très bien. 2 ont été validés et non 7. C'est comme ça qu'on a présenté cela ici. Okay. Bon, pour On vous a dire corrigé. vrai, maintenant, il faut entrer dans le fond, au-delà de la forme et de la diversité qui est belle que j'ai rappelée. Il faut dire tout simplement, quand vous regardez les 13 partis politiques dont les candidatures ont été validées, vous allez voir à première vue que ceux des partis politiques qui, avec un président à sa tête, une présidence pas querellée, un leadership pas querellé, pour la plupart, tous ont été validés. Première observation. Le PCN n'a pas de problème. Le PCN, ses problèmes sont résolus par la justice. Il y a peu, le PCRN avait encore des problèmes. Mayo, laissez-moi poursuivre. Allez-y. Laissez-moi poursuivre. Je vous dis, première chose qu'on constate, c'est que tous les partis qui n'ont pas de querelle intestine, qui ont un leader affirmé, reconnu sur son passé. Deuxième observation, vous allez voir que il y a eu un certain nombre de partis où les leaders reconnus, incontestés devant la loi, devant les autres militants de leur parti, ont cédé la place soit à des jeunes et il n'y a pas eu de problème. Maintenant, vous allez voir que, en troisième observation, c'est le cas de ces 2 partis que vous venez de citer, le RDPC et l'Univers. Vous allez voir que ces partis aussi, c'est des partis qui ont des présidents connus. Leurs textes ont permis d'investir des candidats tout simplement. Et ceux qui se sont aventurés, sans avoir l'investiture du parti, à aller s'investir par eux-mêmes, n'avaient pas les autorisations préalables pour être investis ou les documents pour être investis tout simplement. Quand vous prenez le cas, vous savez, dans les statuts du règlement intérieur du RDPC, dans les statuts du règlement intérieur, l'article 27 alinéa 3 dit quoi? Le président du parti est le candidat à l'élection présidentielle en tout temps, quelles que soient les conjonctures, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire que, congrès ou pas, nos dévanciers ont eu l'intelligence, la sagesse de mettre cet article dans les statuts. Mais cet article a été attaqué par votre camarade. Justement, laissez-moi, j'en viens. Cet article a donc été attaqué, mais est-ce que lui, il a qualité même à attaquer cet article, si on veut questionner sa qualité? Lui, il est venu déposer sa candidature, mais sa investiture du parti. Et c'est le même cas avec Univers. Univers a investi à Keremouna par l'entremise de monsieur le professeur Kouvondo. La dame qui est venue déposer après, qui l'a investi? Je vous pose la question. Qui l'a investi dans le parti Univers? La dame, on l'a eu justement sur ce plateau par téléphone. Ouais. Elle qui conteste également la qualité du professeur Kouvondo comme président du parti Univers. Si elle conteste... Elle dit avoir été investie par son président à elle du parti. À son président à elle. Elle vous a donné le nom de ce président? Un monsieur Atangana. Monsieur Atanga. Vous voyez que ça s'inscrit un peu dans l'effet du buzz tout simplement. Et maintenant, il y a des candidats qui sont restés, sur ceux qui ont présenté 2 candidats, notamment le Manidem et je pense l'UPC. 3 candidats pour l'UPC. Voilà. Donc, ils sont restés sur le carreau. Maintenant que le Conseil électoral a publié les listes, je ne veux pas revenir sur les discours politiciens, les débats politiciens qui ont eu cours avant la convocation du corps électoral et tout ça. Je dis simplement que maintenant le processus est lancé. Ils vont rester au niveau du Conseil constitutionnel. S'ils ont des arguments, des documents probants, on verra. Ils seront tout simplement retenus. Sinon, l'histoire de la République va s'écrire sans eux, tout simplement. Jacques Bruno Djanke, Raymond Biri a parlé du cas PCRN, un autre cas de parti du MP, Mouvement Progressiste. On sait que ce sont ces 2 partis qui, il y a quelque temps, avaient des problèmes au niveau de leur présidence. Les présidents, la qualité de leur président était contestée, le cas de Cabral Libi, le cas de Hilaire Zipan. Le Conseil électoral valide les dossiers de candidature sans contestation. Est-ce à dire de façon claire et en français facile que au sein du ministère de l'administration territoriale où ça coinçait encore il y a quelque temps, c'est passé finalement pour que les candidatures aussi soient validées aujourd'hui? Vous voyez, il y a un désordre, il y a un désordre apparent. Dans tout ce que vous êtes en train de dire, il y a un désordre apparent parce que ces candidats qui valident la présidence des partis politiques, je crois que c'est le MINAT. C'est le MINAT qui prend acte, et c'est la justice qui décide en cas de conflit.
n'est-ce pas, ces parallèles-là se retrouvent dans un point dynamique. Et c'est ce point dynamique-là maintenant qui permet à Elecam d'investir, d'accepter ou bien d'invalider la candidature d'un postulant, d'un candidat. Alors, je pense que apparemment, de ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un gros désordre. Il y a un gros désordre au niveau de l'administration territoriale, ou bien un défaut de communication à temps réel, n'est-ce pas, pour pouvoir édifier les populations, pour pouvoir édifier, n'est-ce pas, et même les candidats des partis politiques sur la vérité en ce qui concerne qui décide de quoi. Parce que c'est quand même regrettable qu'on se retrouve dans une élection présidentielle avec des candidats du même parti, n'est-ce pas, qui postulent au même poste, sans que l'organe régulateur, ou bien que le patron, comme il aime bien s'appeler, je dis le MINAT, hein, ne fasse un communiqué même avant. Tous ces partis-là qui sont retardés et qui se revendiquent chacun à son niveau d'être président de tel parti ou de tel autre parti, qui va décider? Qui va décider? Voilà, maintenant, on va aller au Conseil constitutionnel. Qui va décider? Parce que le Conseil constitutionnel, moi je suis en train de voir que le Conseil constitutionnel va rejeter beaucoup de dossiers, encore une fois de plus, sur des vices de forme. Parce que quand le Manidem proclame que son président c'est Anis Sekane, que nous connaissons tous d'ailleurs, parce que moi j'ai été très surpris d'entendre parler de Yebga, n'est-ce pas, que Manigam dit que c'est lui le président. Et le Minat qui devait couper, qu'on ne dit rien. Et que l'autre parti, vous avez parlé d'un autre parti là. Lequel? Univers. Le parti Univers. Okay. Univers, aujourd'hui. Et que la présidence de Koumvondo, que nous connaissons tous, est remise en cause. Ça veut dire qu'il y a un gros problème de fond. Il y a un gros problème sur le plan juridique et sur le plan administratif. Et ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre, qu'il faut corriger. Parce que si on ne les corrige pas et qu'on aille à la Cour constitutionnelle, je crains fort que la Cour constitutionnelle ne se déclare incompétente. Parce qu'il y a un problème juridique au fond. Il faut résoudre ce problème juridique. Qui est le président de quoi? Qui est réellement le président de quoi? Et si c'est le MINAT qui déclare qui est le président, il faut bien que le MINAT démontre par les faits, n'est-ce pas, par les faits de justice, pourquoi tel ou tel est président et tel ne l'est pas. Parce que le MINAT n'a pas qualité pour désigner, pour décider de qui est président d'un parti politique. D'accord? En cas de conflit, il faut rester en justice. Et maintenant, c'est la justice qui décide, après ces investigations et tout, qui décide qui est le véritable président. Même si le MINAT dit qu'il détient l'ADN, l'acte de naissance de beaucoup de partis politiques, donc il peut se prononcer dans ce sens, dit véritablement qui est président et qui ne l'est pas. Oui, mais il a l'ADN des partis politiques. Oui. L'ADN qu'on lui communique. Cet ADN, on lui communique. Ce n'est pas lui qui fabrique l'ADN des partis politiques. Hein? Ça veut dire qu'il faudrait bien que la justice, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle que des partis en conflit. On ne parle que des partis en conflit. Comme a dit le confrère tout à l'heure, le confrère panéliste, les partis qui sont limpides et qui ont une traçabilité n'ont pas eu de problème. On ne parle que des partis qui ont des conflits et qui est le corps ressource pour tabler sur en ce qui concerne les conflits. C'est la justice. Justement, en parlant des partis où il y a conflit, il y a quand même l'UPC. L'UPC qui a enregistré 3 dossiers de candidature au sein d'Elections Cameroun. Il y a le Manidem, 2 dossiers de candidature. Le dossier de Maurice Kamto, le dossier de Dieudonné Yebga. Et pour les 2 partis notamment, même si les autres figurant sur la liste des 7 partis politiques ayant plus d'un candidat enregistré, ayant déposé des dossiers au Conseil électoral, on parle de pluralité d'investiture. Comment parler de pluralité d'investiture sur le plan du droit, hein, Maître Kenny, quand dans un parti politique, on vous dit qu'il y a un candidat qui est légal, légitime,
et un autre qui ne l'est pas. Qui a donc investi le candidat du président dit illégitime? Je suis extrêmement surpris par ce que venait de dire mon prédécesseur, dans la société civile, que je ne qualifierais pas d'errement, pour être poli. Parce que voyez-vous, les faits sont têtus. La candidature naît à une période donnée. Je dis bien les faits sont tenus. Les faits sont têtus. Chez nous, les praticiens du droit, vous allez voir, le juge va vous dire, donnez-moi les faits. Je vais vous rendre justice. Quels sont les faits? Pour le cas du Manidem, ça ne souffre de rien. Dans un premier temps, la déclaration de double candidature ne peut pas tenir et ne saurait tenir en quoi que ce soit. Au moment où le Manidem est investi, n'est-ce pas, investi le candidat Kamto, quelle est la situation juridique du Manidem? Qui est le président du Manidem reconnu par l'administration? Sur le site de l'administration territoriale, c'est Ekane Anissé. Bien avant, au-delà du site, il y a des précédents. Et les CAM, pendant plus d'une rencontre concernant les partis politiques, a donné des invitations à ce monsieur qualité de président du Manidem pour venir représenter ce parti. Donc le CAM est censé savoir qui est le représentant légal et indiscutable, n'est-ce pas, du Manidem, c'est Ekane Anissé. Plus loin, le seul élu du Manidem à l'instant où on fait la déclaration de candidature aux élections présidentielles est investi par qui? Par le Manidem. À travers qui? Le président Anissé Ekane, qui a la légitimité nécessaire. C'est-à-dire que l'administration a enterré sur la théorie des droits acquis. Il n'y a aucune contestation sur ce plan-là. Sur le plan légal. D'où vient-il donc maintenant que par la chute, n'est-ce pas, l'administration croit pouvoir ressusciter quelqu'un qui avait été exclu de ce parti? Est-ce que c'est l'administration qui le ressuscite? C'est l'administration qui le ressuscite. Vous avez vu, je ne sais pas où va ce pays. Comment pouvez-vous imaginer, n'est-ce pas, qu'un ministère aussi sérieux ait pu déclarer à Mondovision que son site a été piraté? Mais ça peut arriver. À quel moment? Des sites sont piratés tous les jours. Bon, quand bien le site aura été piraté, ce n'est pas innocent. Quand bien le site aura été piraté, quelle a été la réaction de l'administration? Cette administration est venue nous conforter dans le fait que c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem, en déclarant, c'est écrit, c'est un communiqué radio, en déclarant que le nom du légitime président aurait été remplacé par le nom d'un tiers, qui a été affiché là avec une composition de bureau dont l'un des membres a déclaré n'être en rien concerné par cette forfaiture. L'administration l'a assumé. L'administration territoriale l'a assumé. Donc sur le plan de la représentation, quand on entend parler de désordre dans les partis politiques, moi ça m'étonne. En réalité, il se trouve que depuis pratiquement 2018, je ne vais pas être trop dur, les usurpateurs qui nous gouvernent, les usurpateurs qui nous gouvernent, les légitimes qui nous gouvernent. Non, parlons simplement de dirigeants vraiment, ou de personnes. On détectait en Kamto les usurpateurs qui nous gouvernent. Je n'ai cité personne. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que certains voyous qui nous gouvernent. Non. C'est pas tout le monde. Non, pas ici. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que certains voyous qui nous gouvernent. Non. Ont identifié le professeur Maurice Kamto comme la plus grande menace. Voyez-vous, Claude, bien avant, vous savez, sur le calendrier électoral, les élections municipales et législatives devaient se passer avant les élections présidentielles. En février-mars. Qu'est-ce qui a fait donc, n'est-ce pas, que ces élections soient plutôt reportées en 2026? Les débats sur le mandat impératif, qui les a apportés? Ne sont-ils pas venus de vous? Jamais. Nous n'avions aucun problème. Même sur la bannière, n'est-ce pas, de notre parti qui a aujourd'hui le professeur a suffisamment expliqué, n'est-ce pas, le fondement, n'est-ce pas, ou notre légitimité à la réussite du MLC à présenter un candidat en l'État.
Mais à l'appel du peuple, je dis le peuple entier, parce que le RDPC dont quelqu'un porte la voix ici, il ne peut pas avoir, je le martèle toujours, la légitimité de 5% de l'électorat camerounais. C'est des gangsters à col blanc, qui pour la plupart sont aujourd'hui en prison. Ça vous engage, Donc, Maître Kenny? moi je le dis et j'assume. Professeur pour ce qui Tim Chuen. nous concerne, notre candidature ne souffrait de rien. Mais aujourd'hui, Elections Cameroun, professeur Tim Chuen parle de pluralité d'investiture. Ça ne ressort d'aucun texte de loi. Pluralité d'investiture veut dire qu'il y a 2-3 candidats qui ont été chacun investis. Est-ce que ça veut dire en français facile qu'on a dans le parti, dans le Manidem, le professeur Maurice Kamto qui a été investi, Dieudonné Yebga qui a été investi, à l'UPC, Yam Timba investi par une faction de l'UPC, Abdourahmane Amadou Baba investi par une autre faction de l'UPC, Jean Baebek par une faction de l'UPC. Et si ces factions donc ont investi ces différents candidats, qui leur a donné l'autorisation de le faire ou de fonctionner? Est-ce que l'administration reconnaît 3 UPC, 2 Manidem en français facile? Bien, ce qui est sûr, au regard des textes qui régissent les partis politiques, la loi de 90, il est impossible de créer au Cameroun un parti qui porte l'homonymie d'un précédent existant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas au Cameroun avoir 2 UPC. Et je crois que la jurisprudence du Manidem d'ailleurs est là pour nous conforter à l'idée que, à sa création, le Manidem souhaitait être appelé UPC Manidem. Mais le seul fait d'avoir adjoint, n'est-ce pas, l'appellation UPC a obligé le ministère de l'administration territoriale, qui avait agréé l'ensemble du dossier, à suggérer, ou bien à exiger que la mention UPC soit supprimée du Manidem, pour que cela devienne simplement le Manidem. Donc, il n'est pas possible, au regard du droit positif camerounais, qu'on ait 2 partis ayant la même appellation, les mêmes sigles, les mêmes symboles et tout le reste. Ce n'est pas possible. Et donc, revenons maintenant à la notion de pluralité d'investiture. Oui, on peut appréhender la notion sous un double prisme. Lorsqu'on examine le tableau des candidatures recensées par Elecam, cela peut donner l'impression que justement, il y a certains partis qui ont investi plus d'un candidat. Ça, c'est au niveau de l'apparence, de l'affichage. Mais au plan technique, au plan juridique, une investiture ne peut engager un parti, mais que lorsqu'elle a été conférée par l'organe statutairement institué pour engager le parti. Et donc, vous comprenez que si il y a des personnes qui se sont prévalues d'un parti, alors que leur investiture n'a pas été signée par l'officiel du parti, cette investiture ne peut pas engager le parti. Donc, au plan technique, la pluralité d'investiture n'a de sens que lorsque les investitures en question ont été données par la personne statutairement désignée, n'est-ce pas, pour représenter le parti. Et je dois dire que, par rapport à la question de la pluralité dont vous avez parlé, il faut dire que les partis politiques sont des associations privées. Et les textes qui les fondent sont des conventions. Et en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que les statuts, les règlements intérieurs des partis ne concernent que les membres de ces partis-là. Et il y a un autre principe qui est celui de l'effet relatif des contrats. Parce que étant les contrats ou conventions, c'est la même chose. Alors, l'effet relatif des contrats veut que les personnes extérieures à l'opération n'aient rien à faire au contrat. Ça veut dire que si vous avez signé par exemple un contrat avec M. Biri, un contrat de bail, et qu'à échéance M. Biri ne paye pas les loyers, Tim Chuen n'a aucune compétence pour venir dire à Biri, payer Madame Mayo, parce que je suis extérieur au contrat, ce serait une immixtion abusive. Et donc cela justifie que, dans le cas par exemple du MP, dès lors que le MP a investi un seul candidat, même si l'investiture avait été signée par quelqu'un que les statuts n'habilitent pas, et l'ECAM n'a pas compétence pour apprécier la validité de cette investiture. Parce qu'il n'y a pas de réclamation. Et donc, l'ECAM ne peut pas, d'autorité, s'impliquer dans l'examen, n'est-ce pas, de la régularité d'une investiture. Dès lors qu'il y a un acte appelé acte d'investiture, le dossier devrait être conforté. À moins que, après l'acceptation de la candidature, il y ait une réclamation, n'est-ce pas, qui serait portée donc devant le Conseil constitutionnel. Mais dans le cas de la pluralité d'investiture, comme je l'ai dit,
il fallait, dès lors qu'il y a pluralité d'investiture, et l'ECAM, en tant qu'organe chargé d'opérer un premier filtre, est obligé en ce moment d'identifier la personne capable d'engager le parti. Et dès lors que il apparaît clairement que les investitures ont été signés par deux personnalités différentes, il y a une certitude qu'un des dossiers ne peut pas engager le parti. Mais je crois que c'est la situation qu'on a retrouvée dans le Manidem, parce que si l'un a été investi par le professeur, par le président Ekani Anissé, et l'autre par M. Dieudonné, bon, je ne sais pas qui a signé son acte d'investiture, il va de soi que l'une des investitures ne pouvait pas engager le Manidem en tant que parti. Et donc, à ce moment-là, la posture qu'aurait adoptée l'ECAM aurait été celle qu'elle a adoptée, par exemple, pour l'Univers ou bien pour le RDPC. Et l'ECAM avait des ressources pour délibérer sur les deux candidats, au moins pour retenir une, sur la base de la vraisemblance, quitte à ce que, en cas de contestation, que les recours soient exercés et que dans le cadre du débat contradictoire qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel, que la vérité